Oui, nous assistons à une bataille après l'autre. Mais l'Europe a bien plus de contrôle sur les finances de la Russie que beaucoup ne le pensent. Voici la situation. Je n'aime pas la guerre. Je n'aime surtout pas le fait que deux guerres importantes se déroulent en même temps, parce que, qu'on le veuille ou non, nous assistons à une guerre mondiale qui se déroule sous nos yeux. Reste à voir si nous assistons à ce que nous appellerons finalement la Troisième Guerre mondiale. Et même s'il est tentant de les relier en parlant de drones et de systèmes anti-drones, les liens les plus forts qui les unissent reposent sur quelque chose de bien plus banal. L'argent. Vous voyez, il y a un effet domino intéressant qui implique le détroit d'Ormuz, les relations commerciales des États-Unis avec l'Inde, et qui en fin de compte revient jusqu'au champ de bataille en Ukraine. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu dire que cela représente une aubaine financière pour le Kremlin en cette période désespérée. Mais je suis ici pour expliquer que la racine du problème est plus subtile qu'il n'y paraît, et aussi pour explorer quelles sont les contre-mesures appropriées compte tenu des circonstances. Comme je l'ai dit au début, l'Europe a la capacité d'atténuer la plupart de ces problèmes. Alors accrochez-vous, car nous sommes sur le point de vivre des montagnes russes. Commençons par les bases. Les États-Unis mobilisent des forces vers l'Iran. Israël assassine l'ayatollah. Ce qui reste du gouvernement iranien dit « Eh, nous n'apprécions pas vraiment cela » et ferme de facto le détroit d'Ormuz. Je dois préciser de facto, parce que l'Iran dit qu'il est ouvert à tout le monde sauf à Israël et aux États-Unis. Une position intéressante étant donné qu'environ seulement 5% du pétrole transitant par Ormuz va vers l'Amérique. Je dois aussi dire de facto parce que Exet affirme qu'il est ouvert et que la seule chose qui empêche le transit dans le détroit en ce moment, c'est que l'Iran tire sur les navires, ce qui est une façon compliquée de dire que le détroit est fermé. Quoi qu'il en soit, 20% du pétrole mondial est maintenant bloqué dans le Golfe, donc les prix du pétrole ont grimpé en flèche. J'ai déjà dit que tout le monde au Pentagone savait très bien qu'une fermeture du détroit d'Ormuz était une possibilité. La fermeture à elle seule ne suffirait donc pas à forcer les États-Unis à se retirer, car il faut des informations surprenantes pour mettre à jour de manière significative les prévisions sur les issues probables de la guerre. Cependant, la réaction du public américain face à la fermeture, et en particulier le fait que la Maison-Blanche soit surprise par sa propre incapacité à gérer les conséquences, pourrait avoir ce type d'effet. Rappelons que les élections de mi-mandat approchent dans moins de 8 mois et que Donald Trump doit son pouvoir à l'incapacité de l'administration précédente à gérer les problèmes de pouvoir d'achat des ménages. L'administration a donc cherché toute solution face à la hausse des prix de l'essence. Plus c'est simple, mieux c'est. D'où les débats sur la suspension de la taxe sur l'essence ou la libération de pétrole des réserves stratégiques américaines. Cependant, la mesure ayant le plus d'impact sur un monde en guerre est une mesure de l'exécutif qui, il y a 6 mois, paraissait n'être qu'une simple note de bas de page médiatique. Cela concerne l'Inde qui, à ma dernière vérification, n'est pas en guerre. D'un autre côté, le Pakistan est actuellement en guerre avec l'Afghanistan. Alors qui sait ? En août dernier, les États-Unis ont imposé des sanctions secondaires à l'Inde pour l'importation de pétrole russe. Oui, ce qui n'était autrefois qu'une idée abstraite que j'enseignais aux étudiants, apparemment à des fins purement académiques, devenait maintenant une politique aux conséquences bien réelles. Les sanctions secondaires visent à punir un adversaire principal en ciblant une partie non directement impliquée. Cela peut sembler étrange, alors laissez-moi vous donner l'application actuelle. La Russie attaque l'Ukraine. L'Occident n'aime pas cela, donc l'Occident impose des sanctions à la Russie, dont la plupart reviennent à un embargo sur les produits russes. Les principes de l'offre et de la demande indiquent que si les exportations russes, comme les matières premières énergétiques, ne sont plus autant demandées, leur prix baissera jusqu'à trouver un acheteur. En conséquence, l'effet de la sanction n'est pas la valeur normale du bien commercialisé. C'est la différence entre les revenus précédents des producteurs russes et ceux obtenus après avoir dû trouver un nouvel acheteur. Selon la période, cet écart de prix varie généralement entre 3 et 10 $ par baril de pétrole. Le gagnant dans cette situation est le nouvel importateur. L'Inde empoche effectivement la remise. Les parties imposant les sanctions peuvent agir plus habilement si elles le souhaitent, mais elles doivent appliquer les sanctions secondaires. Si l'Inde achète du pétrole moins cher, ses exportateurs subissent aussi des embargos occidentaux.
Lorsqu'elles sont efficaces, les sanctions secondaires dissuadent l'Inde d'acheter. Le pétrole russe n'a alors plus d'acheteurs, et donc la Russie subit toute la perte de valeur. C'est exactement ce que l'administration Trump a tenté en août dernier, menaçant d'imposer des droits de douane de 50% si l'Inde continuait d'acheter à la Russie. À l'époque, la politique de sanctions secondaires a suscité le mépris du public. Trump menaçait sûrement d'imposer des tarifs à tout le monde à ce moment-là, non? Et peut-être qu'il y avait une histoire de tacos. Je ne sais pas, il est difficile de se souvenir de ce qui s'est passé il y a ce qui semble être une décennie géopolitique. Cependant, les sanctions secondaires bénéficiaient d'un large soutien bipartite au Congrès. Effectivement, avec quelques concessions commerciales de la Maison-Blanche, la politique a fonctionné. Les importations indiennes de pétrole russe ont baissé. C'est là où en étaient les choses avant le début de la guerre avec l'Iran. Les prix du pétrole ont ensuite flambé et l'administration Trump a annoncé un moratoire de 30 jours sur les sanctions secondaires. La logique ici est simple. Si ce pétrole revient sur le marché, l'offre augmente et les prix mondiaux baissent. Les consommateurs américains seront soulagés, mais cela réduira aussi la réaction internationale à la hausse des prix de l'énergie. Il y a de sérieuses limites à ce que cela pourra accomplir. Je dirais que c'est au mieux un pansement, libérant l'équivalent d'environ 5 ou 6 jours de transit à travers le détroit. Ce n'est pas rien, mais il n'y a pas vraiment de bonne solution à part rouvrir le détroit, d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, l'administration Trump a soutenu que la politique n'aurait aucun effet réel sur les prix d'exportation russes, car une grande quantité de brut russe reste simplement dans des pétroliers en mer, sans destination. Le Kremlin a déjà encaissé son argent au point de départ, donc c'est sans conséquence. Et le moratoire ne s'applique qu'au pétrole déjà chargé sur les pétroliers, pas aux futures expéditions que la Russie pourrait planifier pendant la période de 30 jours. Les effets économiques ne sont pas si simples. Certainement, cette politique influence la perception de ce que le prochain pétrolier en partance peut rapporter, donc cela augmente effectivement les recettes russes. Et tout cela suppose que le moratoire sur les sanctions secondaires prend effectivement fin dans 30 jours et que l'administration Trump n'annonce pas une nouvelle pause pour tout pétrole chargé entre-temps. Sans surprise, l'Europe n'était pas satisfaite de cette politique. Merz, qui soutient par ailleurs les actions de Trump en Iran, a déclaré « Nous pensons qu'il est mauvais d'assouplir les sanctions. Malheureusement, la Russie ne montre toujours aucune volonté de négocier. Nous allons donc, et nous devons, augmenter encore la pression sur Moscou. » Un porte-parole de Starmer a déclaré « C'est évidemment une décision qui revient aux États-Unis, mais notre position est claire. Nous restons déterminés à exercer une pression économique maximale sur la Russie pour obtenir une paix juste et durable en Ukraine. » Macron a été plus concis. Les conséquences de la guerre en Iran ne justifient en aucun cas la levée des sanctions. Antonio Costa, président du Conseil européen, a déclaré « La décision unilatérale des États-Unis de lever les sanctions sur les exportations de pétrole russe est très préoccupante car elle a un impact sur la sécurité européenne. Renforcer la pression économique sur la Russie est essentiel pour l'amener à négocier une paix juste et durable. Il semble que tous soutiennent une paix juste et durable. Je voudrais commencer par souligner qu'au cours des 15 derniers mois, l'Europe a augmenté ses dons à l'Ukraine, tandis que les États-Unis ont mis fin à l'aide financière directe, même s'ils continuent tant de fournir un des renseignements vitaux et privilégient les achats d'armes européens destinés à l'Ukraine. Mais compte tenu de ces commentaires, que pensez-vous de la position actuelle de l'Europe sur les sanctions secondaires ? Je soupçonne que si vous repensez à il y a 6 mois, et encore une fois, je sais qu'en ce moment ce n'est pas facile, vous vous souviendrez peut-être de la réponse. Trump avait publiquement envisagé d'imposer une sanction secondaire similaire à la Chine, précisant qu'il ne le ferait que si l'Europe agissait de même. Cependant, l'Europe a refusé à la fois cela et la sanction secondaire imposée à l'Inde. En réponse aux commentaires de Costa, c'était évidemment une décision unilatérale. L'Europe n'a jamais rejoint le vaste régime de sanctions secondaires. Pour être clair, l'Union européenne et le Royaume-Uni ne ménagent pas totalement les entreprises indiennes ici. Les importateurs, par exemple, pourraient se voir interdire d'utiliser les services financiers européens. Les produits issus du pétrole russe importé pourraient être interdits d'exportation vers l'Europe. Cela dissuadera certainement certaines entreprises de travailler avec la Russie, en particulier les grands conglomérats multinationaux. Tant que c'est légal, des entrepreneurs renonceront aux affaires avec l'Occident pour gagner beaucoup d'argent avec la Russie. Ce n'est pas la pression maximale décrite par le porte-parole de Starmer.
En réalité, supprimer l'incitation au profit exige que l'Inde s'auto-surveille. L'Europe n'a jamais élaboré ce type de législation. Ainsi, toutes ces critiques contre Trump visaient l'annulation pour 30 jours d'une politique jamais appliquée par l'Europe elle-même. Pour être juste envers Macron et Merz, il ne contrôla pas directement la politique commerciale en raison de l'Union européenne. Il y en a d'autres qui sont des obstacles bien plus importants, même si l'un d'entre eux pourrait bientôt perdre son emploi. Mais cela ne change pas le manque d'initiative européenne ici. Je ne veux pas insister sur ce point, étant donné que cette chaîne cherche des solutions constructives. Donc, si ces questions vous tiennent à cœur, je vous suggère d'en parler à vos représentants, car, selon un calcul rapide, l'Europe a le pouvoir d'arrêter à elle seule l'importation de pétrole russe par l'Inde. Nous savons que les États-Unis, à eux seuls, avaient suffisamment de poids sur l'Inde pour imposer ce comportement. Eh bien, les exportations indiennes vers les États-Unis représentent 88 milliards de dollars par an. Les exportations de l'Union européenne et du Royaume-Uni réunis s'élèvent à 89 milliards. Évidemment, il y aura quelques nuances entre les deux en pratique. Mais en surface, ce type de menace que l'Europe pourrait utiliser est suffisant pour inciter l'Inde à se conformer dans des circonstances normales. Avec du recul, la question des sanctions secondaires pour l'Inde n'est qu'un aspect du problème pétrolier plus vaste. Il ne fait aucun doute que la Russie, du moins à court terme, est un grand bénéficiaire de la guerre en Iran. Il y a seulement quelques semaines, le pétrole se négociait autour de 65 $ le baril. À ce niveau, le budget fédéral russe ne pouvait pas soutenir le niveau d'effort que le Kremlin souhaite déployer en Ukraine. Et après des années d'une offensive planifiée et coûteuse mais territorialement réussie, des fissures commençaient à apparaître. Même au moment où la guerre avec l'Iran commençait et que le pétrole commençait à grimper, la Russie a perdu environ 78 km² de territoire en une semaine. Cette longue série de gains russes semblait pouvoir être inversée, même si ce n'était que temporairement. L'essentiel des progrès de l'Ukraine semble se situer le long du front à Zaporijia, avec quelques gains tactiques au nord-est de Donetsk. Maintenant, il y a beaucoup de débats sur ce qui pourrait se passer ici. La cause la plus évidente et immédiate est la coupure des terminaux Starlink opérés par la Russie. Cela a secoué le commandement et le contrôle de la Russie, ouvrant ainsi des cibles d'opportunités pour l'Ukraine. Les soldats ukrainiens ne se sont pas fait prier. Le Kremlin tente aussi de limiter Telegram, application sur laquelle comptent les soldats en première ligne. Cela soulève la question de savoir comment une puissance régionale aux aspirations mondiales dépend d'une application privée pour la communication de son armée. Cela a aussi alimenté des rumeurs selon lesquelles le Kremlin serait plus inquiet d'une résistance civile à Moscou et prendrait des contre-mesures proactives. À cette période de l'année, la météo revient souvent dans les discussions, entre dégel et pluies printanières qui freinent la progression. Mais ce n'est clairement pas toute l'histoire, car cela impliquerait une réduction des gains russes plutôt qu'un renversement du rapport de force en faveur de l'Ukraine. Pour aller plus loin, il est possible que la météo ait effectivement stoppé les avancées russes sur certains secteurs de la ligne de front, empêchant ainsi que des gains potentiellement concurrents ne s'annulent mutuellement. Enfin, l'Ukraine affirme que, ces derniers mois, elle a éliminé des soldats russes à un rythme plus rapide que celui auquel le Kremlin a pu en recruter de nouveaux. Si c'est vrai, cela n'explique pas pourquoi l'Ukraine progresse. L'offensive de la Russie est un système inefficace qui transforme la chair et le sang en gains territoriaux. La perte de quelques effectifs russes ne devrait pas mettre l'Ukraine aux commandes. Au contraire, cela devrait pousser la Russie à réduire ses ambitions offensives et à tenter de figer les lignes là où il est plus difficile de progresser. Par conséquent, il se passe autre chose ici. La coupure des communications pourrait désorienter les forces russes, mais les gains ukrainiens risquent de diminuer quand les soldats russes s'adapteront à d'autres systèmes. Peut-être y a-t-il une cause plus structurelle, l'Ukraine ayant identifié une vulnérabilité stratégique russe. Nous devrons attendre. Ce que je peux dire avec plus de certitude qu'indépendamment de la cause de l'offensive ou des contre-attaques ukrainiennes, la réduction du nombre de soldats co-russes en première ligne est clairement bénéfique. Cela nous ramène à la question du pétrole, liée à la guerre avec l'Iran. Rappelez-vous, la Russie recrute des soldats en offrant des salaires compétitifs. Ces salaires dépendent de la capacité du gouvernement à les payer, ce qui dépend à son tour de la capacité du gouvernement à supporter le départ d'un travailleur supplémentaire de l'économie civile productive.
La précédente baisse des prix du pétrole avait fortement pesé sur l'économie russe. A l'inverse, le choc sur les prix du pétrole a offert une bouée de sauvetage au Kremlin. Cette situation durera tant que la crise au détroit d'Ormuz persistera. Je me sentirai assez bien au Kremlin en ce moment, mais je ne serai pas totalement à l'aise avec la situation. Je dois aussi être patient, car toute hausse du recrutement prendra du temps à atteindre les lignes de front. Autrement dit, l'Ukraine peut obtenir de bons chiffres en mars, mais cela ne signifie pas qu'elle peut ignorer la situation pétrolière. Encore une fois, cependant, l'Europe a la capacité d'atténuer les dégâts. En réalité, l'Europe a toujours eu la capacité d'atténuer les dégâts. La Russie a besoin de pétroliers pour livrer du pétrole au marché acheteur. Mais les navires liés à la Russie ont le malheureux problème géographique de devoir passer par des zones contrôlées par l'Europe. Pendant des années, l'Europe hésitait à appliquer ses propres sanctions ou le droit maritime. Cela a changé, mais l'action européenne reste inégale. Il semble que l'Ukraine ait fait autant, voire plus, en envoyant ses drones frapper les navires russes jusqu'en Méditerranée, alors qu'ils se dirigent vers le canal de Suez. L'essentiel, c'est que le prix mondial du pétrole importe peu si la Russie ne peut l'exporter. À quelques exceptions près, le Kremlin dépend d'une flotte fantôme de pétroliers. Arrêter les pétroliers et tout ce qui se passe en Iran devient sans importance. Bien sûr, ces mesures d'atténuation exigent que l'Europe accepte une escalade de la part de la Russie. Qui ne risque rien n'a rien. Mais le Kremlin a peu réagi aux quelques saisies déjà tentées par l'Europe. Intensifier les mesures ne provoquera pas forcément une crise sur tout le continent européen. Par ailleurs, les vidéos ne se terminent pas forcément par une présentation de ces 2 livres fantastiques sur la guerre. La guerre d'origine. Je prends souvent cette direction quand on parle de l'Ukraine. Consultez la description de la vidéo pour plus d'informations à leur sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager et vous abonner. À bientôt, prenez soin de vous.